Bonjour et bienvenue sur Flow Hypnose. Ce contenu est informatif et ne remplace pas un avis médical. Dans un premier épisode express, j'ai posé une idée simple, mais essentielle. En burn-out, le repos ne suffit pas toujours à créer une vraie récupération. Aujourd'hui, j'aimerais approfondir ce sujet, parce que c'est un sujet majeur dans le burn-out. Le sujet est souvent mal compris et parfois très culpabilisant. Pourquoi peut-on dormir davantage, s'arrêter, annuler, faire moins, et pourtant ne pas sentir son corps revenir vraiment? C'est ce que nous allons explorer ensemble, pas à pas. Bonne écoute! Il y a une scène que beaucoup de managers et de cadres connaissent, souvent sans savoir comment la nommer. Pendant longtemps, ils ont tenu, avec sérieux, avec engagement, avec sens des responsabilités. Le corps envoyait déjà des signaux. Un sommeil moins réparateur, une irritabilité inhabituelle, une fatigue qui ne passe pas le week-end, des tensions dans la poitrine, dans la nuque, dans le ventre, une concentration moins stable. Mais comme les résultats tiennent encore, comme l'image extérieure reste à peu près intacte, comme l'habitude de fonctionner haut est très installée, beaucoup continuent. Puis vient le moment où le corps ne négocie plus. Il ralentit brutalement. Ou il lâche, malheureusement. Et après cela, quelque chose déroute énormément. La personne se repose enfin. Mais la récupération ne suit pas le rythme espéré. Parfois elle dort, mais se réveille épuisée. Elle fait une sortie toute simple, et le lendemain elle crache. Elle se sent un peu mieux pendant quelques heures, puis vidée à nouveau. Et souvent, une pensée arrive. Mais je ne comprends pas, je me repose. Pourquoi ça ne revient pas? Ce point est fondamental, parce que beaucoup de personnes imaginent que si elles ne récupèrent pas, c'est qu'elles se reposent mal, ou qu'elles ne font pas assez d'efforts pour aller mieux. Or, en burn-out, ce n'est pas seulement une question de quantité de repos, c'est aussi et principalement une question d'état de système. Autrement dit, on peut être à l'arrêt sans que l'organisme soit encore réellement en sécurité. Et tant que le système nerveux reste partiellement en alerte, la récupération reste incomplète, fragile ou très lente. C'est important de le dire, surtout pour les personnes habituées à fonctionner avec exigence. Parce que chez les managers, les cadres dirigeants, il y a souvent une habitude profonde de traverser la difficulté en s'organisant mieux, en serrant les dents, en pensant plus clairement ou en faisant face. Ce qui fonctionne très bien dans la vie professionnelle, mais ne fonctionne pas toujours de la même manière dans un organisme épuisé. Le mental peut vouloir repartir, mais le corps, lui, peut encore être en mode protection. Et c'est là que le malentendu commence. Le mental dit « j'ai compris, je me repose, je veux remonter ». Mais le corps répond parfois « pas encore, pas comme ça, pas si vite ». Je pensais important aussi de parler maintenant des crashs. Parce qu'ils font très peur et qu'ils donnent souvent l'impression de régresser. Alors effectivement, les crashs, c'est un mot qu'on découvre en burn-out. Un crash, dans ce contexte, c'est ce moment où après un effort, parfois minime en apparence, des courses, 5 minutes de marche ou faire même un peu de ménage, le corps semble redescendre brutalement. Alors cela peut arriver après un rendez-vous, après quelques heures dehors, après une conversation, émotionnellement chargée ou non, après une stimulation administrative,
après une mauvaise nuit ou même après une journée qui semblait presque normale. Et le lendemain, plus rien. Fatigue lourde, brouillard mental, hypersensibilité, besoin de s'allonger, impression de vide intérieur, parfois même découragement ou panique parce que qu'est-ce qui se passe encore? Ça y est, je régresse. Ce crash ne veut pas forcément dire que tout recommence à zéro. Il ne veut pas dire non plus que la personne invente, exagère ou se laisse aller. Très souvent, il signifie autre chose. Le système a mobilisé plus d'énergie qu'il n'en avait réellement de disponible. Et ça, c'est un point capital. Dans la phase de remontée, on peut avoir des sensations ponctuelles de mieux sans avoir retrouvé une capacité stable. Autrement dit, se sentir un peu mieux n'est pas encore être consolidé. Le piège, c'est ça. Le mental interprète une embellie comme un retour durable, le corps, lui, n'a pas encore retrouvé sa vraie marge. Alors, on reprend un peu trop, on parle un peu trop, on sort un peu trop, on s'expose un peu trop. Et là, patatras, le système qui n'a pas encore assez de réserve décroche. Donc, pour faire simple, le crash est souvent un message de capacité, pas un message d'échec moral. Il dit « c'était au-dessus de la fenêtre de tolérance actuelle » et pas « tu ne t'en sortiras jamais ». Même si parfois, il faut le dire, ce qu'on se dit c'est « tu ne t'en sortiras jamais quand ça revient ». Parce qu'évidemment, ces crashs sont vraiment parfois très surprenants, très intenses. Du jour au lendemain, on ne peut tout d'un coup plus rien faire de nouveau. On parle souvent du burn-out comme d'un effondrement. Et c'est vrai que l'effondrement existe. Mais on parle moins du chemin qui suit. Or, ce chemin est rarement linéaire. Il y a souvent plusieurs étapes. D'abord, il peut y avoir la phase de sidération. Le corps impose l'arrêt. Les gestes simples coûtent, le sommeil est désorganisé, l'attention est pauvre, le moindre imprévu surcharge. Beaucoup de personnes ont du mal à accepter cette rupture parce qu'elle est radicale, parce qu'elle ne ressemble pas à leur identité habituelle. Puis arrive souvent une phase plus trouble, celle des fluctuations. Des jours un peu meilleurs, puis de grosses retombées, des élans, puis des crashs, des moments où l'on se dit « ça y est, je remonte », puis le lendemain « ah, finalement, non ». Cette phase est extrêmement déstabilisante, mais elle est fréquente. Pourquoi ? Eh bien parce que le système teste. Il tente, il ajuste, il se protège encore. Ensuite, chez certaines personnes, vient une phase de stabilisation fragile. Le corps reste sensible, mais un peu plus prévisible. Il supporte mieux certains gestes du quotidien, il y a un peu plus de continuité dans l'énergie. Pas encore de vraie puissance, mais un peu plus de soi. Puis seulement plus tard peut commencer une remontée progressive. Et là encore, il ne s'agit pas de revenir immédiatement à son ancien niveau. Il s'agit d'abord de retrouver un rythme supportable, une concentration plus stable, une meilleure récupération après effort, une capacité à vivre sans payer chaque mouvement trop cher. Ce chemin peut prendre du temps, beaucoup de temps, et le temps vécu par le corps n'est pas le temps voulu par le mental. Le mental pense souvent en semaines. Le corps, lui, pense parfois en cycles beaucoup plus lents, en sécurité retrouvée, en confiance physiologique, en répétition de journées moins menaçantes.
C'est aussi pour cela que la personne peut se sentir mieux psychiquement sur certains points et rester pourtant très limitée physiquement. Le mental peut avoir compris, le corps lui est encore en train d'apprendre qu'il n'a plus à survivre de la même manière. Dans ce parcours, le corps et le mental ne vont pas toujours à la même vitesse. Le corps dans un burn-out cherche souvent d'abord de la sécurité, de la prévisibilité, moins de stimulation, moins d'intensité, plus de lenteur, plus de répétitions rassurantes. Le mental, lui, fait souvent tout autre chose. Il compare, il analyse, il veut comprendre quand cela va finir, il culpabilise de ne pas être comme avant, il cherche la bonne méthode, il veut optimiser la récupération. Il se demande s'il en fait trop ou pas assez. Et pour un cadre parfois aussi, le mental essaye de se mettre en mode projet de la guérison. Et ce décalage peut créer beaucoup de souffrance. Parce qu'une partie de la personne voit bien ce qu'il faudrait retrouver, alors que le corps n'a pas encore les moyens de suivre. Cela peut donner cette impression très douloureuse. Dans ma tête, je voudrais vivre, et dans mon corps, je n'y arrive pas encore. Sachez que ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un manque de motivation. C'est souvent le signe qu'un organisme épuisé essaye encore de se protéger. En gros, votre corps vous protège. Certaines approches comme la respiration lente, l'auto-hypnose, la régulation du système nerveux, la diminution des stimulations ou des rythmes plus prévisibles peuvent soutenir ce processus. La méditation aussi. Elles peuvent aider, elles peuvent soutenir, mais évidemment, elles ne remplacent pas un avis médical et un suivi sérieux avec des spécialistes du sujet. Alors, que peut-on faire dans cette phase ? Pas pour forcer, pas pour accélérer à tout prix, mais pour soutenir plus justement le processus. Premier repère, ne pas confondre envie et capacité. Le fait d'avoir envie de refaire quelque chose ne signifie pas encore que le système peut le supporter sans coup. Et si on ne l'écoute pas, eh bien, c'est le crash. Deuxième repère, raisonner en dose tolérable, pas en performance. Ce qui est compliqué pour certains, je vous l'accorde. Mieux vaut souvent un peu moins, mais supportable, qu'un mieux ponctuel payé par 2 jours de crash au mieux. Ça fait un peu cher le mieux ponctuel, n'est-ce pas ? Si on calcule en termes de ROI, pour garder les termes qu'on connaît bien. Troisième repère, observer les effets différés. Certaines activités semblent bien se passer sur le moment, mais coûtent très cher plusieurs heures après ou le lendemain. C'est souvent là que se lie la vraie capacité actuelle. Parce qu'en effet, généralement, le crash est différé du moment d'effort. Et ça, c'est vraiment quelque chose à apprivoiser au départ, qui est très surprenant. Quatrième repère, introduire du prévisible. Le système nerveux fatigué aime rarement les variations trop brutales. Des repas plus réguliers, des temps calmes identifiables, moins de sollicitations inutiles, des transitions plus douces peuvent soutenir un peu plus de sécurité intérieure. Cinquième repère, laisser une place à la récupération après l'effort. Pas seulement dormir, mais aussi redescendre, décompresser, sortir du mode mobilisation. Et il faut le dire,
certaines personnes très engagées savent très bien faire l'effort, mais ont un peu plus de mal à faire la phase de repos, de décompression et de calme. Enfin, pour terminer, il peut être utile de remplacer la question « Comment redevenir vite comme avant ?» par une question plus juste. Qu'est-ce qui soutiendrait aujourd'hui une remontée plus stable ? Et cette question change beaucoup de choses, parce qu'elle remet de la précision et retire un peu de violence intérieure. Donc si tu traverses cette phase où malgré le repos, tu ne récupères pas encore, patience. Rappelle-toi ceci, cela ne veut pas dire que rien ne se passe. Cela peut vouloir dire que ton corps est encore en train de sortir d'un état de survie prolongé, qu'il a besoin de temps, de régularité, de sécurité et d'un rythme plus respectueux de sa capacité réelle du moment. Et je dirais que l'élément clé de compréhension, c'est que le burn-out n'est pas seulement un excès de fatigue. C'est souvent une désorganisation profonde de la manière dont le corps mobilise, supporte, puis récupère. Et la remontée, elle aussi, a son intelligence. Lente parfois, non linéaire, imparfaite souvent, mais réelle. Merci d'avoir écouté cet épisode de Flow Hypnose. Comme je le disais, ce contenu est informatif et ne remplace pas un avis médical. Il donne seulement des pistes de vécu d'un chemin de burn-out. Et dans le prochain épisode, je proposerai une auto-hypnose douce autour de la récupération et de la sécurité intérieure. Toujours dans ce cadre informatif et expérimentiel. L'auto-hypnose est un des outils qui aide beaucoup dans le burn-out. Prenez soin de vous et à bientôt sur Flow Hypnose.